Au tribunal, ils ont dit « Vous êtes inutile ». Le juge a levé les yeux quand la vérité est apparue. L'avocat de mon mari a pointé son doigt vers moi et a dit, à voix haute, « Votre honneur, elle ne mérite rien. Elle n'a été qu'un poids mort. » Mon ex-mari a souri. Il pensait que l'argent achetait la vérité. Je n'ai pas crié. J'ai simplement glissé une enveloppe brune, cachée pendant 5 ans, jusqu'à la table du juge. Il l'a ouverte sans intérêt, s'est arrêté, a ajusté ses lunettes et a regardé mon mari comme s'il voyait un fantôme. À cet instant, son sourire est mort. Parce que ce qui se trouvait dans cette enveloppe ne parlait pas de trahison. C'était la preuve que la vie de luxe de Jean-Luc était un mensonge dangereux. Bonjour, je m'appelle Sophie, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai détruit l'homme qui m'a appelé inutile. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et à me dire en commentaire d'où vous m'écoutez. Cela m'aide énormément. Merci et bonne écoute. Paris, hiver 2024. Le tribunal de grande instance du 17e arrondissement était glacial ce matin de décembre. Pas seulement à cause de la température, mais à cause du silence lourd qui pesait sur la salle. J'étais assise seule sur le banc du procès de divorce. Mes mains tremblaient légèrement, pas de peur, de quelque chose que personne ici ne pouvait identifier. J'avais 47 ans, des cheveux châtains tirés en arrière, un tailleur gris bon marché acheté dans un magasin de soldes à Montreuil. Je ne ressemblais plus à la femme que j'étais il y a 3 mois. De l'autre côté de la salle, Jean-Luc Moreau ajustait sa cravate italienne. PDG de Moreau Industries, entreprise de technologie médicale qui générait 80 millions d'euros par an. Cheveux grisonnants parfaitement coiffés. Costume sur mesure. Montre Patek Philippe au poignet. Il était accompagné de Maître Blanchard, l'un des avocats les plus chers de Paris. Un homme dans la cinquantaine avec une mallette en cuir qui coûtait probablement plus que mon loyer de 6 mois. Et à côté de Jean-Luc, Camille, la secrétaire de 29 ans. Cheveux blonds, robe Chanel, bague en diamant qui brillait sous les néons froids du tribunal. Le juge Renaud feuilletait les documents devant lui. Homme aux cheveux grisonnants, lunettes fines, expression fatiguée de celui qui a déjà vu 1000 divorces identiques. Il soupira. « Bien », commença-t-il d'une voix monotone. « C'est un cas relativement simple. Mariage de 15 ans, pas d'enfant. Patrimoine important du côté de Monsieur Moreau. Madame Moreau, avez-vous quelque chose à déclarer avant que je ne rende ma décision ?» Je regardai Jean-Luc. Il me regarda aussi, et sourit. Ce sourire discret, confiant. Le sourire de celui qui sait déjà qu'il a gagné. Le sourire de celui qui pense que l'argent achète tout, même la justice. Maître Blanchard se leva lentement, ajustant ses manchettes. « Votre honneur, si vous me permettez, je voudrais rappeler les faits essentiels de cette affaire. » Le juge acquiesça d'un geste las. Blanchard se tourna vers moi. Son regard était froid, méprisant. « Ma cliente ?» Il pointa son doigt vers moi comme si j'étais une pièce à conviction défectueuse. « Ne mérite pas un centime du patrimoine que M. Moreau a construit avec son travail acharné. » Il marqua une pause théâtrale. Pendant 15 ans, Madame Moreau a vécu au crochet de mon client. Elle n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais généré de revenus. Elle n'a jamais participé aux décisions stratégiques de l'entreprise. Elle s'est contentée de profiter d'un mode de vie luxueux qu'elle n'a jamais mérité. Quelques murmures dans la salle. Des regards curieux se tournèrent vers moi. Je ne baissai pas les yeux. Blanchard continua. Mon client, par pure générosité, offre à Madame Moreau une compensation de 50 000 €. C'est, franchement, plus que raisonnable compte tenu qu'elle n'a, pardonnez-moi la franchise, été qu'un poids mort pendant toutes ces années. Poids mort. Les mots résonnèrent dans ma tête. Jean-Luc acquiesça, satisfait. Camille lui serra discrètement la main. Le juge Renaud me regarda. « Madame Moreau, souhaitez-vous répondre à ces accusations ?» Je me levai, lentement. Mes jambes tremblaient, mais pas de faiblesse, de quelque chose d'autre. De quelque chose que j'avais gardé enfermé pendant des années. « Oui, votre honneur. » Ma voix sortit plus ferme que je ne l'aurais cru. « J'ai quelque chose à présenter. » Blanchard fronça les sourcils. « Votre honneur, c'est irrégulier. Nous n'avons reçu aucune notification préalable. »
Silence, coupa le juge avec un geste impatient. Il me regarda. Madame, faites vite. Je marchais jusqu'à la table du juge. Mes talons claquaient sur le sol en marbre. Le silence était total. Chaque pas résonnait comme un coup de tambour. J'ouvris mon sac en cuir usé et j'en sortis une enveloppe brune, vieille, jaunie par le temps, scellée avec du ruban adhésif ancien qui commençait à se décoller. Je la posai doucement sur la table du juge. « Votre honneur, je voudrais que vous lisiez ceci avant de prendre votre décision. » Jean-Luc se redressa brusquement sur sa chaise. Je vis ses yeux se plisser. Il ne reconnaissait pas cette enveloppe. Blanchard protesta. « Votre honneur, ceci est totalement irrégulier. Nous exigeons de savoir... » Mais le juge Renaud avait déjà ouvert l'enveloppe. Il en sortit une feuille de papier. Une seule feuille. Il commença à lire. Ses yeux parcoururent les premières lignes. Puis, il s'arrêta net, retira ses lunettes, les nettoya avec son mouchoir, les remit et relut depuis le début. Le silence dans la salle devint oppressant. On entendait le bourdonnement de la climatisation, le tic-tac de l'horloge murale, ma propre respiration. Le juge leva les yeux, mais il ne me regarda pas. Il regarda Jean-Luc, et son expression avait changé. Ce n'était plus l'ennui fatigué d'un juge blasé. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de grave. Jean-Luc devint pâle. « Monsieur Moreau, » dit le juge Renaud d'une voix étrangement calme, « pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît ?» Jean-Luc hésita. Je vis sa pomme d'Adam bouger quand il déglutit. Il échangea un regard rapide avec Blanchard, qui semblait aussi perplexe que lui. « Votre honneur, je ne comprends pas, » commença Jean-Luc. « Approchez-vous, » répéta le juge, cette fois avec plus de fermeté. Jean-Luc se leva lentement, ajusta sa veste, marcha jusqu'à la table du juge avec cette démarche assurée qu'il avait toujours eue, celle de l'homme habitué à contrôler chaque situation. Le juge tourna le papier vers lui. Jean-Luc baissa les yeux, et je vis exactement le moment où son monde commença à s'effondrer. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Ses mains, posées sur le bord de la table, se crispèrent. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Où avez-vous trouvé ça ?» Le juge ne répondit pas. Il me regardait maintenant, avec une expression que je n'avais jamais vue chez un juge. Du respect. « Madame Moreau, » dit-il lentement, « êtes-vous certaine de vouloir présenter ceci comme preuve ? » « Oui, votre honneur. » « Vous comprenez les conséquences ? » « Parfaitement. » Le juge acquiesça. Puis il se tourna vers Jean-Luc. « Monsieur Moreau, je suspends cette audience. Nous reprendrons dans 1 semaine. D'ici là, je vous suggère fortement de consulter votre avocat. » Blanchard se leva d'un bond. « Votre honneur, nous avons le droit de savoir. »« Vous saurez en temps voulu, maître. Audience suspendue. » Le coup de marteau résonna comme un coup de feu. Jean-Luc me fixa. Pour la première fois en 15 ans, je vis de la peur dans ses yeux. Pas de la colère, pas du mépris, de la peur pure. Camille lui toucha le bras. « Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne répondit pas. Il continuait à me fixer, comme s'il me voyait pour la première fois, comme s'il réalisait enfin qu'il ne me connaissait pas du tout. Je ramassai mon sac, me levai et sortis du tribunal sans un mot. Dehors, il neigeait. De gros flocons qui tombaient lentement sur Paris. Je marchais jusqu'à l'arrêt de métro le plus proche. Ligne 9, direction Montreuil. Vers mon studio de 22 mètres carrés. Vers ma nouvelle vie. Mais pour comprendre ce qui venait de se passer dans ce tribunal, il faut revenir 3 mois en arrière. À l'automne 2024. Au jour où tout a basculé. C'était un mardi. Début septembre. Je me souviens que les feuilles des platanes commençaient à jaunir le long du boulevard Haussmann. J'étais dans la cuisine de notre appartement. Enfin, de son appartement. 280 mètres carrés dans le 8e arrondissement. Vue sur la tour Eiffel, parquet haussmannien, moulures au plafond, cheminées en marbre. Tout ce que les magazines de décoration adorent photographier. J'étais en train de couper des légumes pour le dîner. Jean-Luc aimait manger à 20 heures précises. Du saumon grillé avec des asperges. Toujours la même chose le mardi. Depuis 15 ans, j'avais appris ses habitudes, ses préférences, ses exigences.
J'avais appris à être la femme invisible qui rendait sa vie confortable. La porte d'entrée s'ouvrit. J'entendis des pas, 2 personnes. « Jean-Luc » appelai-je, dans la cuisine. Il entra, mais il n'était pas seul. Maître Blanchard était avec lui, en costume 3 pièces. Mallette en cuir à la main. Je posai mon couteau. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Luc ne me regarda pas dans les yeux. Sophie, assieds-toi. Nous devons parler. Mon cœur se serra. Quand un homme dit ces mots avec un avocat à ses côtés, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Je m'assis à la table de la cuisine. La même table où nous avions pris le petit déjeuner pendant 15 ans. Où j'avais servi des centaines de dîners pour ses collègues. Où j'avais signé des dizaines de papiers sans les lire parce qu'il me disait que ce n'était que de la paperasse administrative. Jean-Luc resta debout. « Je veux divorcer », dit-il simplement. Pas de préambule, pas d'excuses, juste ces 4 mots. Quoi? Tu as bien entendu. Je veux divorcer. Tu as 2 semaines pour quitter cet appartement. Je le fixais, cherchant une trace d'émotion sur son visage, une hésitation, un regret. Rien. Pourquoi? Ma voix était faible. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me rend heureux, quelqu'un qui n'est pas. Dépassé. Dépassé. Le mot me frappa comme une gifle. Blanchard ouvrit sa mallette, sortit des documents. « Madame Moreau, mon client fait preuve de générosité. Il vous offre 50 000 € de compensation. Compte tenu que vous n'avez jamais travaillé pendant votre mariage, c'est une somme très raisonnable. »« Jamais travaillé ?» répétai-je. Jean-Luc soupira avec impatience. « Sophie, tu sais très bien ce qu'il veut dire. Tu n'as pas eu d'emploi, pas depuis notre mariage. » C'était vrai. Avant de rencontrer Jean-Luc, j'étais auditrice fiscale, diplômée de HEC Paris, une des meilleures écoles de commerce d'Europe. J'avais un avenir brillant. Mais en 2009, quand nous nous sommes mariés, Jean-Luc m'avait dit « Sophie, je veux prendre soin de toi, je veux que tu sois ma femme, pas une employée de bureau. » Et moi, amoureuse, j'avais dit oui. « Signe les papiers, Sophie, » continua Jean-Luc. « Ne complique pas les choses. » Blanchard poussa les documents vers moi. Je les regardais. Mon nom, sa signature, des paragraphes de jargon juridique. « Et si je refuse ?» demandai-je. Jean-Luc se pencha vers moi. « Alors mes avocats vont s'assurer que tu quittes ce mariage avec rien. Absolument rien. Tu n'as aucune preuve de contribution financière. Aucune. Ce sera ta parole contre la mienne. Et qui crois-tu que le juge écoutera? L'homme d'affaires respecté? Ou la femme au foyer sans emploi? » Il se redressa. « Tu as 2 semaines. Après ça, je fais changer les serrures. » Puis il sortit. Blanchard me laissa les papiers et le suivit. Je restai assise dans cette cuisine, seule, le couteau à côté des légumes à moitié coupés, les papiers devant moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je pleurais. Mais pas parce que j'avais perdu Jean-Luc. Je pleurais parce que je réalisais que je ne l'avais jamais vraiment eu. Que pendant 15 ans, j'avais été une employée non payée. Une décoration, un accessoire. 2 semaines plus tard, je déménageais dans un studio à Montreuil. 22 mètres carrés, au 5e étage, sans ascenseur. Le métro Ligne 9 passait sous ma fenêtre toutes les 3 minutes. La peinture s'écaillait. Le radiateur faisait du bruit. Le loyer était de 850 € par mois. J'avais 1 200 € d'économie personnelle. Jean-Luc avait bloqué tous les comptes joints, congelé mes cartes de crédit. Je n'avais plus rien, sauf une chose que Jean-Luc avait oubliée. Ou plutôt, une chose dont il ne savait même pas l'existence. Dans ce studio minuscule de Montreuil, entouré de cartons à moitié défaits et du bruit incessant du métro, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je réfléchis. Vraiment. Pas comme l'épouse obéissante qui planifie les menus de la semaine. Pas comme la femme invisible qui organise les dîners mondains. Mais comme l'auditrice fiscale que j'avais été. Celle qui savait lire entre les lignes. Celle qui détectait les anomalies dans les chiffres. Celle qui ne laissait rien passer. Le lendemain de mon emménagement, je descendis à la cave de l'immeuble. Une cave humide qui sentait le moisi. Là, dans un coin sombre, il y avait mes cartons de déménagement. Ceux que Jean-Luc avait fait expédier sans même les vérifier. Il pensait qu'il n'y avait que mes vêtements, mes livres, des objets personnels sans valeur. Mais dans le dernier carton, tout au fond,
enveloppée dans un vieux châle, il y avait une boîte à chaussures. Une boîte Louboutin rouge. Ironique, quand on y pense. À l'intérieur, pas de chaussures de luxe, mais des papiers. Des dizaines de papiers. Des relevés bancaires, des contrats, des emails imprimés, des documents que Jean-Luc m'avait demandé de détruire il y a 5 ans, en novembre 2019, mais que j'avais gardés. Je remontais la boîte dans mon studio, la posais sur la petite table pliante qui me servait de bureau, allumais la lampe et commençais à lire. Chaque page, chaque ligne, chaque chiffre, avec l'œil méticuleux de l'auditrice que j'avais été. Les heures passèrent, la nuit tomba, le métro continuait son balai bruyant sous ma fenêtre, mais je ne l'entendais plus. J'étais concentré, absorbé, parce que ce que je découvrais était bien plus grave que je ne l'avais imaginé. Jean-Luc ne m'avait pas juste trompé avec sa secrétaire. Il avait trompé tout le monde, ses actionnaires, ses partenaires, le fisc, la France entière. Les documents montraient un schéma complexe de transactions financières, des transferts vers des sociétés que je ne connaissais pas. Fontaine Consulting SARL, LuxMed Holdings, Alpine Solutions International, des noms qui sonnaient professionnels, respectables, mais qui n'existaient pas vraiment. C'étaient des coquilles vides, des sociétés écrans, enregistrées au Luxembourg, au Panama, aux îles Caïmans. Et l'argent qui y transitait? Des millions, des dizaines de millions d'euros, soi-disant pour des services de conseil, des études de marché, des consultings stratégiques, mais il n'y avait jamais eu de service rendu, jamais de rapport produit. C'était de l'évasion fiscale. Pure et simple. Attendez, je dois faire une petite pause. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Ça m'aide vraiment à continuer. Merci et reprenons. Et le pire? Le pire, c'était que certaines de ces autorisations de transfert portaient ma signature. Ma signature que Jean-Luc m'avait demandé d'apposer sur des documents qu'il me présentait rapidement. Juste de la paperasse administrative, Sophie. Signe ici, ici et ici. Et moi, confiante, amoureuse, stupide, j'avais signé. Sans lire, sans poser de questions. Je m'étais transformée en complice involontaire. Si les autorités fiscales découvraient ce système, Jean-Luc ne serait pas le seul à aller en prison. Moi aussi. Parce que mon nom était sur ces documents, mon identité fiscale, mes coordonnées bancaires sur certains comptes. Jean-Luc m'avait utilisé comme bouclier. Si le système s'effondrait, c'est moi qui tomberais en premier. Lui pourrait toujours prétendre que sa femme gérait les finances, que c'était moi l'auditrice fiscale, que c'était moi qui avais tout organisé. Je posais les papiers, mes mains tremblaient. Pas de peur cette fois, de rage, une rage froide, calculée. Jean-Luc m'avait appelé inutile, poids mort, parasite. Mais en réalité, c'était lui le parasite. Il avait utilisé mon nom, ma confiance, mon amour, pour construire son empire de mensonges. Et maintenant, il pensait pouvoir me jeter comme un déchet, me laisser avec 50 000 € et bonne chance. Non, cette fois, non. Je passais les jours suivants à analyser chaque document, à reconstruire le schéma complet, à dater chaque transaction, à identifier chaque anomalie. Mon diplôme de HEC n'avait pas disparu avec mon mariage, ma formation d'auditrice non plus. J'avais peut-être passé 15 ans à préparer des dîners, mais mon cerveau n'avait pas oublié comment détecter une fraude, et celle-ci était massive, monumentale. Jean-Luc avait détourné au moins 15 millions d'euros sur une période de 10 ans, peut-être plus. Les documents que j'avais ne montraient qu'une partie du système. Mais c'était suffisant, largement suffisant pour détruire sa carrière, sa réputation, sa liberté. Je pris une décision. Je ne signerai pas le divorce à l'amiable. Je n'accepterai pas les 50 000 €. J'irai au tribunal. Et là, devant le juge, devant les avocats, devant tout le monde, je présenterai ces documents. Mais je devais être prudente, stratégique. Jean-Luc avait de l'argent, du pouvoir, des relations. S'il découvrait que j'avais ces preuves avant le procès, il trouverait un moyen de les faire disparaître. De me faire disparaître. Peut-être pas physiquement, mais légalement, socialement, financièrement. Il l'avait déjà prouvé. Alors, je jouais le jeu. Je me présentais aux audiences préliminaires comme la femme brisée qui l'attendait.
Cheveux mal coiffés, vêtements bon marché, regard baissé, voix tremblante. Je laissais Blanchard me traiter de poids mort sans répondre. Je laissais Jean-Luc sourire avec condescendance quand le juge parlait de contribution au patrimoine. Je laissais Camille me regarder avec pitié, comme si elle avait gagné un trophée en me remplaçant. Et pendant tout ce temps, dans mon studio de Montreuil, je préparais ma contre-attaque. Je contactais un jeune avocat, Maître Thomas Dubois, fraîchement diplômé, pas cher, mais intelligent. « Madame Moreau », me dit-il lors de notre première rencontre dans son bureau minuscule près de la gare de Lyon. « Ce que vous me montrez là, c'est extrêmement grave. » Je sais. Si vous présentez ces documents, votre mari ira en prison. Je sais. Mais vous pourriez aussi être poursuivi. Votre signature est sur certains de ces papiers. Je peux prouver que j'ai été manipulée, contrainte, que je ne savais pas ce que je signais. Je lui montrai d'autres documents. Des emails où Jean-Luc me disait explicitement de ne pas lire les contrats. Des enregistrements audio, car oui, j'avais commencé à enregistrer nos conversations en 2020 quand j'avais senti que quelque chose n'allait pas. Des SMS où il me menaçait de me laisser sans rien si je posais trop de questions. Maître Dubois lut tout, écouta tout. Puis il leva les yeux vers moi. « Madame Moreau, vous réalisez que si nous faisons ça, il n'y a pas de retour en arrière possible ?»« Oui, » répondis-je à Maître Dubois. « Je le réalise parfaitement. » Il acquiesça lentement. « Alors faisons-le. Mais nous devons être extrêmement prudents. Nous ne montrerons rien avant l'audience finale. Pas un mot à personne. Si Moreau découvre ce que vous avez, il trouvera un moyen de vous détruire avant même que nous n'entrions dans ce tribunal. » Je rentrai chez moi ce soir-là avec un plan dangereux. Mais c'était le seul moyen. Les semaines passèrent. Octobre arriva avec ses pluies froides, puis novembre avec ses premières gelées. Je vivais chichement avec mes économies qui diminuaient. Je cherchais du travail, mais à 47 ans, sans expérience professionnelle récente, personne ne voulait de moi. Je faisais des ménages quelques heures par semaine. 10 € de l'heure. Pour survivre, pour payer le loyer, pour manger. Pendant ce temps, Jean-Luc continuait sa vie de luxe. Je le voyais parfois dans les journaux économiques. Jean-Luc Moreau, PDG visionnaire de Moreau Industries, annonce une expansion en Asie. Il donnait des interviews, souriait aux photographes. Camille à son bras lors des galas de charité. Tout le monde l'admirait. L'homme d'affaires brillant, le self-made man. Personne ne savait, personne ne voyait que derrière le costume sur mesure et le sourire charmant, il y avait un criminel. Un homme qui volait, mentait, manipulait. Mais pour comprendre vraiment comment j'en étais arrivé là, il faut revenir encore plus loin en arrière, à novembre 2019, il y a 5 ans. Le soir où tout a vraiment commencé. C'était un jeudi. Je m'en souviens parce que le jeudi, Jean-Luc rentrait toujours tard. « Réunion du conseil d'administration », disait-il. J'étais seul à l'appartement. Il pleuvait. Une de ces pluies d'automne parisiennes qui rendent tout gris et triste. Je triais le courrier. Factures, publicités, magazines, et puis une enveloppe blanche, épaisse, avec le logo de la banque privée de Luxembourg, adressée à Jean-Luc. Normalement, je ne lisais jamais son courrier professionnel. Mais cette fois, quelque chose m'intrigua. Pourquoi une banque luxembourgeoise? Nous avions nos comptes à Paris, à la BNP Paribas. J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, des relevés bancaires. Des relevés d'un compte que je ne connaissais pas. Au nom de Fontaine Consulting SARL. Avec des montants qui me firent tourner la tête. 280 000 € reçus en septembre. 320 000 en octobre. 500 000 en août. Des virements en provenance de Moreau Industries, avec la mention « Service de conseil stratégique ». Je fronçais les sourcils. Jean-Luc ne m'avait jamais parlé de Fontaine Consulting. Et pourquoi des sommes aussi énormes pour du conseil? Je fis ce que n'importe quelle personne curieuse aurait fait. Je cherchais sur Internet. Fontaine Consulting SARL. Enregistré au Luxembourg en 2016. Pas de site web. Pas d'adresse physique. Pas d'employé listé. Juste une boîte postale. Mon instinct d'auditrice se réveilla. Quelque chose n'allait pas. Une vraie entreprise de conseil aurait un site web, des références, une présence en ligne. Celle-ci n'était qu'une coquille vide. Je continuais à chercher et trouvais d'autres noms dans les relevés.
LuxMed Holdings, Alpine Solutions International, même caractéristique. Enregistré au Luxembourg ou au Panama. Aucune trace réelle d'activité, mais recevant des millions de moraux industries. J'imprimais tout, cachais les documents dans un tiroir de mon bureau, et attendis Jean-Luc. Il rentra vers 22 heures. Costume froissé, cravate desserrée. Il sentait le parfum, pas le mien. Mais à l'époque, je ne voulais pas voir. Jean-Luc, nous devons parler. Il leva les yeux, surpris. Je ne parlais jamais de choses sérieuses. J'étais la femme qui souriait et acquiesçait. De quoi? De Fontaine Consulting. Je vis son visage changer, ses traits se durcir. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai reçu des relevés bancaires par erreur, de la Banque de Luxembourg, pour une société appelée Fontaine Consulting, qui reçoit des centaines de milliers d'euros de ton entreprise. Il resta silencieux un moment, trop longtemps. Puis il sourit. Ce sourire froid que je ne lui connaissais pas encore. Sophie, c'est de la planification fiscale, parfaitement légale. Toutes les grandes entreprises font ça. Mais Jean-Luc, cette société n'a même pas d'adresse réelle, pas de site web, pas d'employés. Comment peut-elle fournir des services? Il s'approcha de moi, lentement. Sophie, dit-il d'une voix dangereusement calme, tu ne comprends rien aux affaires. C'est complexe, c'est du droit fiscal international. Tu n'as pas les compétences pour comprendre. J'étais auditrice fiscale, Jean-Luc. Je comprends très bien ce que je vois. Et ce que je vois ressemble à de l'évasion fiscale. Sa main claqua sur la table. Fort, je sursautai. « Tu ne comprends rien !» hurla-t-il. C'était la première fois qu'il criait sur moi, la première fois que je voyais cette violence en lui. Je reculai. Il respira profondément, se calma, puis reprit, plus doucement mais tout aussi menaçant. « Écoute-moi bien, Sophie. Tu vis dans cet appartement grâce à moi. Tu manges grâce à moi. Tu t'habilles grâce à moi. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Alors, ne commence pas à fourrer ton nez dans mes affaires. Compris? Mais, compris? Je baissai les yeux. Oui. Bien. Et ces relevés bancaires, où sont-ils? Je les ai mis dans le courrier pour toi. Donne-les-moi. Je lui tendis les originaux. Il les prit. Ces documents sont confidentiels. Tu n'aurais jamais dû les ouvrir. Je vais les détruire. Et tu vas oublier que tu as vu ça. Il alla directement à son bureau. Je l'entendis ouvrir le destructeur de documents, le bruit mécanique du papier déchiqueté. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais gardé les copies, cachées dans mon bureau, dans un dossier marqué « Recettes de cuisine », parce que je savais qu'il ne regarderait jamais là. Les jours suivants, Jean-Luc changea. Il devint plus contrôlant, me demandait où j'allais, avec qui je parlais. Il vérifiait mon téléphone, mes emails. « C'est pour ta sécurité », disait-il. Mais je savais que c'était pour s'assurer que je ne parlais pas, que je ne cherchais pas. Puis, une semaine plus tard, il revint avec une pile de documents. « Sophie, j'ai besoin que tu signes ces papiers. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Juste de la paperasse administrative. Pour l'entreprise. Routine. » Je regardais les documents. C'étaient des autorisations de transfert bancaire, des créations de comptes, des mandats, vers des sociétés que je ne connaissais pas. « Jean-Luc, je ne peux pas signer ça sans lire. »« Sophie !» Il leva la voix à nouveau, puis se radoucit. « Mon amour, tu me fais confiance, n'est-ce pas ?»« Oui, mais... »« Alors signe, c'est important. Si tu ne signes pas, l'entreprise pourrait avoir des problèmes. Tu veux ça ?» Je regardais ses yeux que j'avais aimés, qui maintenant me regardaient avec quelque chose qui ressemblait à de la menace. « Non, » murmurai-je. « Alors signe. » Et je signais, page après page, sans lire, parce que j'avais peur, parce que je voulais que tout redevienne normal. Mais je fis des copies, en cachette, quand il n'était pas là, et je les ajoutai à ma collection secrète. Les mois qui suivirent furent étranges. Jean-Luc devint deux personnes différentes. En public, il était le mari parfait, attentionné, généreux. Il m'offrait des cadeaux, des bijoux, des robes de créateur. « Pour que tu sois la plus belle lors des galas », disait-il. Mais en privé, il était distant, froid. Il me parlait à peine, rentrait tard, partait tôt, et continuait à me faire signer des documents,
toujours avec la même phrase, « C'est juste de la paperasse, Sophie, fais-moi confiance ». Et moi, stupidement, je continuais, parce que je voulais croire que l'homme que j'avais épousé existait encore quelque part. Mais je gardais les copies. Chaque fois, sans exception. Ma collection grandissait. Une boîte à chaussures, puis 2, puis 3, cachées dans différents endroits de l'appartement. Sous le plancher de mon dressing, derrière les vieux livres de cuisine que personne ne lisait, dans le grenier, au milieu des décorations de Noël. Pourquoi je faisais ça? Je ne le savais pas vraiment à l'époque. Peut-être un instinct, peut-être une prémonition, ou peut-être simplement que, quelque part, je savais déjà que ce mariage était construit sur des mensonges. En 2020, la situation empira. Jean-Luc devint franchement hostile. Il critiquait tout ce que je faisais. « Ce dîner est trop salé, cette robe te vieillit, tu as pris du poids, tu devrais faire plus d'efforts. » Je commençais à avoir peur de lui. Pas physiquement, il ne m'a jamais frappé, mais psychologiquement, il me détruisait petit à petit. Un soir de juin 2020, je trouvai un message sur son téléphone. Il l'avait laissé sur la table de la cuisine. L'écran s'alluma avec une notification. De Camille, sa secrétaire. « J'ai hâte de te voir ce soir. Tu me manques déjà. » Mon cœur se serra. Je savais. Bien sûr que je savais. Les retards, les parfums, les mensonges. Mais voir les mots écrits, c'était différent. C'était réel. Je ne dis rien, ne confrontais pas. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé à préparer ma sortie. Pas consciemment, pas avec un plan clair. Mais je commençais à enregistrer nos conversations. Sur mon téléphone, en secret, les fois où il me criait dessus, les fois où il me menaçait. Si tu parles de mes affaires à qui que ce soit, Sophie, je te détruis. Tu comprends? Je te laisse sans rien. Tu finiras à la rue. Je gardais tout. Email, SMS, enregistrements audio, documents financiers. Je construisais un dossier, sans vraiment savoir pourquoi, sans vraiment savoir quand je l'utiliserais. Mais je le construisais. Les années passèrent. 2021, 2022, 2023. Notre mariage devint une coquille vide. Nous dormions dans des chambres séparées. Ne nous parlions que pour les apparences. Lors des galas, des dîners professionnels. Là, nous jouions le couple parfait. Lui, le PDG brillant. Moi, l'épouse dévouée. Mais la nuit, dans ma chambre, je continuais ma documentation silencieuse. Puis vint septembre 2024. Le jour où Jean-Luc arriva avec Blanchard. Le jour où il prononça les mots « Je veux divorcer ». Bizarrement, je n'ai pas été surprise, presque soulagée. Parce que maintenant, je savais quoi faire avec toutes ces preuves que j'avais accumulées pendant 5 ans. Mais je devais être intelligente, stratégique. Jean-Luc pensait que j'étais brisée, faible, dépendante. Il pensait que je prendrais les 50 000 € et disparaîtrais sans bruit. Il se trompait. Les semaines qui suivirent mon déménagement à Montreuil furent les plus difficiles de ma vie. J'avais 47 ans, pas d'argent, pas de travail, pas de perspective. Je faisais des ménages pour survivre. Maison bourgeoise du 16e arrondissement, bureau près de la Défense, 10 € de l'heure. Je passais mes journées à genoux, à nettoyer les toilettes de gens qui ne me regardaient même pas, qui ne disaient même pas bonjour, pour qui j'étais invisible. Exactement comme j'avais été invisible pour Jean-Luc pendant 15 ans. Mais chaque soir, je rentrais dans mon studio, je sortais mes documents, et je travaillais, j'analysais, je recoupais. Je reconstruisais le puzzle complet de la fraude de Jean-Luc. Ce n'était pas seulement Fontaine Consulting. Il y avait au moins 6 sociétés écrans, toutes créées entre 2016 et 2020, toutes recevant des millions de Moreau Industries pour des services fictifs. Le schéma était sophistiqué. Les virements passaient par plusieurs comptes. Luxembourg, Panama, Îles Caïmans. Puis revenaient vers des comptes personnels de Jean-Luc. Des comptes dont je ne connaissais même pas l'existence. L'argent servait à financer son train de vie. Les voyages de luxe qu'il disait être professionnels. L'appartement secret qu'il avait acheté pour Camille dans le 9e arrondissement. La voiture de sport garée dans un parking privé. Tout était payé avec de l'argent volé. De l'argent qui aurait dû aller aux actionnaires, aux employés, au fisc français. Et ma signature était sur une partie de ces documents.
pas sur tous, mais sur assez pour me rendre complice aux yeux de la loi. Jean-Luc m'avait piégé. Il avait fait de moi son assurance. Si le système s'effondrait, je tomberais avec lui, ou même avant lui, parce qu'il pourrait toujours dire. C'est ma femme qui gérait ça, elle était auditrice fiscale, elle savait ce qu'elle faisait, moi je lui faisais confiance. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. Les preuves que j'avais été manipulée, contrainte, menacée, les enregistrements où il me disait de ne pas lire les documents, les emails où il m'ordonnait de signer sans poser de questions, les SMS où il me menaçait si je parlais. Avec Maître Dubois, nous préparâmes ma défense. « Madame Moreau, me dit-il lors d'une de nos réunions dans son petit bureau, vous avez assez de preuves pour obtenir l'immunité. Vous pouvez prouver que vous étiez victime, pas complice. » « Mais est-ce suffisant pour le détruire ?» demandai-je. Il me regarda longuement. « Vous voulez vraiment aller jusque-là ?» Il m'a traité de poids mort. Il a utilisé mon nom pour couvrir ses crimes. Il pensait que je serais trop stupide ou trop effrayée pour réagir. Alors oui, je veux aller jusque-là. Dubois acquiesça. Alors nous attendons l'audience finale. Nous ne montrons rien avant. Nous laissons Blanchard construire son discours sur la femme inutile qui ne mérite rien. Nous laissons Moreau sourire avec condescendance. Et au dernier moment, nous frappons. Comme une bombe. Exactement. Les semaines passèrent. Octobre, novembre. Les audiences préliminaires se succédèrent. À chaque fois, j'y allais avec mes vêtements bon marché, mes cheveux mal coiffés, mon air défait. Je laissais Blanchard me humilier. « Votre honneur, regardez cette femme. Elle n'a rien construit, rien créé. Elle a juste profité. » Je ne répondais pas, ne protestais pas. Le juge Renaud semblait d'accord avec Blanchard. « Madame Moreau, pouvez-vous démontrer une contribution financière quelconque au patrimoine ? » « Non, votre honneur. » « Avez-vous travaillé pendant votre mariage ? » ?»« Non, votre honneur. » « Do, alors je ne vois pas sur quelle base vous pourriez réclamer la moitié des biens. » Jean-Luc souriait. Camille lui serrait la main. Blanchard rangeait ses papiers, certain de la victoire. Mais moi, dans ma poche, je serrais une clé USB. Une petite clé USB noire, contenant des copies de tous mes documents. Prête pour le jour J. Le jour de l'audience finale fut fixé au 15 décembre 2024, un lundi matin. Je me réveillais à 5 heures. Impossible de dormir. J'avais passé la nuit à vérifier mes documents. Encore et encore. À m'assurer que tout était en ordre, que je n'avais rien oublié, que chaque preuve était irréfutable. Je préparais un café dans la petite cuisine de mon studio. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, d'anticipation. Après 5 ans d'attente, après 3 mois d'humiliation publique, le moment était enfin arrivé. Je m'habillais simplement. Tailleur gris acheté chez H&M, chemisier blanc, chaussures plates noires, pas de bijoux, pas de maquillage élaboré. Je voulais avoir l'air de ce que j'étais devenue, une femme ordinaire, sans ressources, sans pouvoir. Exactement ce que Jean-Luc voulait que le juge voie. Dans mon sac en cuir usé, je glissais l'enveloppe brune, celle que j'avais préparée avec Maître Dubois. À l'intérieur, un seul document, le plus important, celui qui allait tout déclencher. Le reste des preuves, Dubois les avait, sur clé USB, en copie certifiée conforme, prête à être présentée si nécessaire. Mais nous avions décidé de commencer avec ce document, parce qu'il était le plus dévastateur, le plus impossible à réfuter. Je pris le métro, ligne 9 jusqu'à République, puis ligne 8 jusqu'à la Motte-Piquet-Grenelle, puis ligne 6 jusqu'à Trocadéro. Le trajet dura 1 heure. Pendant tout ce temps, je regardais les gens dans le métro, des employés allant au travail, des étudiants avec leurs écouteurs, des mères avec des poussettes, des vies ordinaires, comme la mienne aurait pu l'être. J'arrivais au tribunal à 8h30. L'audience était à 9h. Maître Dubois m'attendait devant l'entrée. « Madame Moreau, vous êtes prête ? » « Oui. Vous avez le document ? » Je tapotais mon sac. « Ici. » « Bien. Rappelez-vous, nous ne montrons rien tant que le juge n'est pas sur le point de rendre sa décision. Nous laissons Blanchard finir son numéro. Nous laissons Moreau se croire victorieux. Et ensuite seulement, nous agissons. Compris. Nous entrâmes dans le bâtiment. Passâmes les contrôles de sécurité.
Montâmes au 3e étage, salle 12. La salle d'audience était déjà à moitié pleine. Des avocats stagiaires venus observer. Quelques journalistes, car le divorce d'un PDG célèbre attirait toujours l'attention. Jean-Luc arriva à 8h50, avec Blanchard, et Camille. Elle portait un tailleur Chanel rouge, des escarpins Louboutin, un sac Hermès, tout ce que j'avais eu autrefois, tout ce qu'elle avait maintenant. Jean-Luc me vit, me regarda avec ce mélange de pitié et de mépris que je connaissais si bien maintenant. Il chuchota quelque chose à Camille. Elle rit. Un petit rire cruel. Il pensait que c'était fini, que dans 1 heure, ils sortiraient d'ici victorieux, que je serais effacé de leur vie, avec mes 50 000 € et mes souvenirs amers. À 9 heures précises, le juge Renaud entra. « Levez-vous. » Nous nous levâmes tous. Le juge s'assit. Nous nous assîmes. « Bien, » commença-t-il, feuilletant ses notes. « Nous voici donc à l'audience finale concernant le divorce de M. Jean-Luc Moreau et Mme Sophie Moreau. Maître Blanchard, voulez-vous résumer la position de votre client ?» Blanchard se leva, ajusta sa veste. « Avec plaisir, votre honneur. Mon client, M. Moreau, a construit au cours des 20 dernières années une entreprise prospère. Moreau Industries génère aujourd'hui 80 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elle emploie 300 personnes. C'est le résultat de son travail acharné, de son intelligence, de sa vision. » Il marqua une pause théâtrale. Madame Moreau, quant à elle, n'a pas travaillé un seul jour pendant leur mariage de 15 ans. Elle n'a généré aucun revenu, n'a pris aucune décision professionnelle, n'a contribué d'aucune manière tangible à la construction de ce patrimoine. Elle a vécu confortablement, certes, mais aux frais de mon client, exclusivement. Des murmures dans la salle. Blanchard continua. « Mon client, par générosité, offre une compensation de 50 000 €. C'est, nous le pensons, plus que raisonnable compte tenu de l'absence totale de contribution de madame. » Le juge me regarda. « Madame Moreau, qu'avez-vous à répondre ?» Je me levai lentement. « Votre honneur, j'ai été mariée à Jean-Luc Moreau pendant 15 ans. À sa demande, j'ai abandonné ma carrière d'auditrice fiscale pour m'occuper de notre foyer. J'ai fait confiance à mon mari. J'ai signé les documents qu'il me présentait sans poser de questions, parce que je l'aimais, parce que je pensais qu'il m'aimait aussi. » Ma voix se brisa légèrement, volontairement. J'accepte que je n'ai pas généré de revenus directs, mais je ne pense pas mériter d'être traité de poids mort, de parasite, d'inutile. Le juge acquiesça avec une sympathie polie. « Je comprends, madame, mais malheureusement la loi est claire. Sans contribution financière démontrée, vous n'avez droit qu'à une compensation limitée. Et 50 000 € me semble effectivement raisonnable. » Il allait continuer quand je l'interrompis. « Votre honneur, puis-je présenter un document avant que vous ne rendiez votre décision ?» Le juge fronça les sourcils. « Quel genre de document ? Un document qui, je pense, pourrait changer votre perspective sur cette affaire. » Blanchard se leva immédiatement. « Votre honneur, c'est totalement irrégulier. Nous n'avons reçu aucune notification préalable de nouvelles pièces. » Le juge leva la main. « Maître Blanchard, calmez-vous. Madame Moreau, de quoi s'agit-il » Je sortis l'enveloppe brune de mon sac, marchai jusqu'à la table du juge. Mes talons claquaient sur le parquet. Le silence dans la salle était total. Tous les regards étaient fixés sur cette enveloppe. Je la posai devant le juge. « Voilà, votre honneur. » Jean-Luc se pencha en avant. Je vis ses yeux se plisser. Il essayait de voir ce que c'était, mais il ne pouvait pas. Pas encore. Le juge ouvrit l'enveloppe lentement. En sortit une feuille de papier. Une seule feuille. Un relevé bancaire. Daté du 23 novembre 2019. Il commença à lire. Ses yeux parcoururent les lignes, puis il s'arrêta, retira ses lunettes, les nettoya, les remit, relut depuis le début. Le silence était assourdissant. On entendait la respiration des gens, le bruit de la circulation dehors, le tic-tac de l'horloge murale. Le juge leva les yeux, mais il ne me regarda pas. Il regarda Jean-Luc, et son expression avait complètement changé. Ce n'était plus le juge blasé et fatigué. C'était un homme qui venait de voir quelque chose de grave, très grave.
Monsieur Moreau, dit-il d'une voix lente et contrôlée, pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Jean-Luc hésita. Je vis la confusion sur son visage, puis l'inquiétude. Votre honneur, je ne comprends pas. Approchez-vous, maintenant. Jean-Luc se leva, marcha jusqu'à la table. Le juge tourna le document vers lui. Jean-Luc baissa les yeux. Et je vis son visage devenir blanc, complètement blanc. Ses mains agrippèrent le bord de la table. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Est-ce que ce document est authentique, monsieur Moreau ?» Jean-Luc ne répondit pas, ne pouvait pas répondre. Blanchard se leva. « Votre honneur, puis-je voir ?»« Non !» coupa le juge sèchement. « Pas encore. » Il regarda Jean-Luc fixement. « Je vais vous poser la question une dernière fois. Ce document est-il authentique ?» Jean-Luc ouvrit la bouche, la referma, puis murmura « Je peux expliquer. » « Je suspends cette audience, » annonça le juge. « Nous reprendrons dans une semaine. D'ici là, monsieur Moreau, je vous conseille très fortement de consulter votre avocat. Car ce que je vois ici n'est plus une simple affaire de divorce. » Le coup de marteau résonna comme un coup de feu dans la salle. L'audience était suspendue, mais personne ne bougeait. Tous fixaient Jean-Luc, debout devant la table du juge, blanc comme un mort. Camille se leva précipitamment. « Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur moi. Pour la première fois depuis le début de cette procédure, je soutins son regard. Sans baisser les yeux, sans trembler. Je voulais qu'il voie, qu'il comprenne, que la femme qu'il avait appelée inutile, la femme qu'il avait manipulée pendant 15 ans, la femme qu'il pensait pouvoir jeter comme un déchet, cette femme n'était pas celle qu'il croyait. Blanchard s'approcha du juge, tentant de voir le document. « Votre honneur, nous avons le droit de... » « Vous saurez en temps voulu, maître, » coupa le juge sèchement. « Cette audience reprendra le 22 décembre. D'ici là, je suggère fortement à votre client de préparer des explications, parce que ce que je vois ici pourrait avoir des conséquences bien au-delà d'un simple divorce. » Il se leva. Tout le monde se leva. Le juge quitta la salle, emportant le document avec lui. Dès qu'il fut sorti, Blanchard se tourna vers moi. « Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez donné ?»« La vérité, » répondis-je simplement. « Juste la vérité. » Jean-Luc s'approcha. Son visage était déformé par la rage. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Au contraire, je sais exactement ce que je viens de faire. Si tu penses que... » « Monsieur Moreau, » intervint Maître Dubois calmement, « je vous suggère de ne pas menacer ma cliente. Pas ici, pas maintenant, pas après ce qui vient de se passer. » Jean-Luc me fixa encore un moment. Puis il tourna les talons et sortit. Camille le suivit en courant, ses talons claquant sur le marbre. Je restai immobile jusqu'à ce que la salle se vide. Puis je me tournai vers Dubois. « C'est fait. »« Oui. Maintenant, nous attendons. Vous pensez qu'il va faire quoi ? » ?»« Il va paniquer. Il va essayer de comprendre ce que vous avez d'autre. Il va peut-être tenter de négocier. Ou de fuir. Mais quoi qu'il fasse, c'est trop tard. Le juge a vu. Et un juge qui voit ce genre de choses a l'obligation légale de transmettre aux autorités compétentes. Combien de temps avant qu'il n'agisse ? Quelques jours, une semaine maximum. La police financière va ouvrir une enquête. Et quand ils commenceront à creuser, tout va s'effondrer. Je sortis du tribunal. Dehors, il neigeait. De gros flocons qui tombaient doucement sur Paris. Je marchais jusqu'au métro. Ligne 6, direction Montreuil. Retour à mon studio, à ma nouvelle vie. Mais cette fois, je ne me sentais plus écrasée, plus humiliée. Je me sentais libre. Les jours suivants furent étranges. Je continuais mes ménages. Je vivais ma vie ordinaire. Mais je savais que quelque part, dans les bureaux feutrés de la police financière, des enquêteurs examinaient le document que j'avais donné au juge. Le 20 décembre, 2 jours avant l'audience reprogrammée, je reçus un appel, un numéro inconnu. « Madame Moreau ? Oui ? Ici le commandant Leclerc, brigade financière. Nous aurions besoin de vous parler. Pouvez-vous vous présenter à nos bureaux demain matin ? Bien sûr. Apportez tous les documents que vous possédez concernant les activités financières de votre mari. Tous, sans exception. Le lendemain matin, j'arrivai à la brigade financière avec 2 cartons. Les cartons contenaient tout. 5 ans de documentation, relevés bancaires, contrats, emails imprimés, enregistrements audio transcrits. Tout.
Le commandant Leclerc était un homme dans la cinquantaine, cheveux grisonnants, regard perçant. Il m'installa dans une salle d'interrogatoire. « Madame Moreau, je vais être direct avec vous. Le document que vous avez présenté au juge montre des irrégularités graves, très graves. Mais nous avons besoin de comprendre votre rôle dans tout ça. » Je comprends. Votre signature apparaît sur certains de ces documents, des autorisations de transfert, des créations de comptes. Techniquement, cela fait de vous une complice potentielle. Mon cœur battait vite. C'était le moment crucial. Commandant, j'ai été manipulée, contrainte, j'ai des preuves. Montrez-moi. Je sortis les enregistrements audio. Il écouta. La voix de Jean-Luc était claire. Signe sans lire, Sophie. Fais-moi confiance. Si tu poses des questions, tu vas avoir des problèmes. Puis les emails. Sophie, tu signes ces documents aujourd'hui. C'est un ordre. Ne me fais pas perdre mon temps avec tes inquiétudes stupides. Puis les SMS. Si tu parles de mes affaires à qui que ce soit, je te détruis, je te laisse sans rien, tu finiras à la rue. Le commandant Leclerc écouta tout, lut tout, puis il me regarda différemment. Madame Moreau, vous avez été victime de violences psychologiques et de manipulation. C'est évident. Donc je ne serai pas poursuivie? Non. Au contraire, vous allez recevoir le statut de témoin protégé. Et si vous collaborez pleinement avec notre enquête, vous recevrez l'immunité totale. Je sentis un poids énorme se soulever de mes épaules. Je vais tout vous dire, tout ce que je sais. L'interrogatoire dura 6 heures. Je racontais tout, depuis le début, depuis novembre 2019 quand j'avais découvert les premiers relevés, jusqu'à septembre 2024 quand Jean-Luc avait demandé le divorce. Le commandant prenait des notes, posait des questions précises, recoupait les informations. Madame Moreau, grâce à vos documents, nous allons pouvoir remonter toute la chaîne. Les sociétés écrans, les comptes offshore, les bénéficiaires réels. C'est un travail remarquable que vous avez fait. Je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait pour me protéger, peu importe la raison. Le résultat est là. Votre mari a organisé un système de fraude fiscale massif. Nous parlons de plus de 15 millions d'euros détournés sur 10 ans. Qu'est-ce qui va lui arriver? S'il est reconnu coupable, et avec ses preuves il le sera, il risque entre 8 et 12 ans de prison. Plus des amendes colossales, plus la saisie de tous ses biens. Je ne ressentis pas de joie, pas de satisfaction vengeresse, juste une tristesse profonde, parce que l'homme que j'avais aimé ou que j'avais cru aimer était un criminel, et j'avais vécu avec lui pendant 15 ans sans vraiment le voir. Le 22 décembre arriva, jour de l'audience reprogrammée. Mais cette fois, l'atmosphère était complètement différente. Des policiers en civil étaient présents dans la salle. Le juge Renaud entra, accompagné d'un procureur. Jean-Luc était pâle, amaigri. Il n'avait plus son air arrogant, plus son sourire condescendant. Camille n'était pas là. Apparemment, elle avait disparu de sa vie dès que les problèmes avaient commencé. Le juge prit la parole. « Monsieur Moreau, Madame Moreau, cette audience de divorce est suspendue indéfiniment. Des charges criminelles graves ont été portées contre Monsieur Moreau. La procédure de divorce reprendra une fois que la procédure pénale sera terminée. » Il se tourna vers Jean-Luc. « Monsieur Moreau, vous êtes convoqué pour interrogatoire par la brigade financière. Vous avez l'obligation de vous présenter. Si vous tentez de fuir, un mandat d'arrêt international sera émis. » Blanchard tenta de protester. « Votre honneur, mon client nie catégoriquement. Votre client aura l'occasion de se défendre lors du procès pénal, maître. Pour l'instant, cette audience est close. » Le coup de marteau, final, définitif. Jean-Luc se leva, me regarda une dernière fois. Ses yeux n'exprimaient plus de la colère, mais quelque chose qui ressemblait à de l'incompréhension, comme s'il ne comprenait toujours pas comment la femme invisible, la femme inutile, avait pu le détruire. Je sortis du tribunal. La neige avait cessé. Le ciel était clair. Froid, mais clair. Je pris le métro pour rentrer chez moi, dans mon petit studio de Montreuil. Ce n'était pas fini. Le procès prendrait des mois, peut-être des années. Mais pour moi, c'était déjà terminé. J'avais fait ce que je devais faire. 6 mois passèrent. Juin 2025. L'été arrivait à Paris avec sa lumière dorée et ses terrasses bondées.
Je marchais le long de la Seine, près du Pont-Neuf. L'eau scintillait sous le soleil. Des touristes prenaient des photos, des couples s'embrassaient. La vie continuait, comme toujours. Ma vie avait changé, pas de manière spectaculaire. Pas comme dans les films où la victime devient soudainement riche et puissante. Non, ma transformation était plus subtile, plus profonde. J'avais maintenant 48 ans. Je vivais toujours dans mon studio à Montreuil. Mais je ne faisais plus de ménage. J'avais retrouvé du travail dans mon domaine. Consultante en audit fiscal pour petites entreprises. Un cabinet modeste près de la Bastille m'avait embauchée à mi-temps. Le salaire n'était pas extraordinaire. 2 000 € par mois. Mais c'était honnête. C'était à moi. Gagné par mon travail, par mes compétences, pas par dépendance envers un homme. Le procès de Jean-Luc avait eu lieu en avril 2025. Il avait duré 3 semaines. Les médias en avaient parlé. Scandale financier. Un PDG parisien détourne 15 millions d'euros. Les journaux affichèrent sa photo, menottes au poignet, visage défait, l'homme brillant, le self-made man, le PDG de l'année, réduit à un criminel ordinaire. J'avais témoigné, pendant 2 jours entiers. J'avais raconté tout, la manipulation, les menaces, les documents signés sous pression, les années de contrôle psychologique. L'avocat de Jean-Luc avait tenté de me décrédibiliser. « Madame Moreau, n'est-il pas vrai que vous cherchez simplement à vous venger de votre ex-mari ? Non, je cherche simplement la vérité. Vous avez vécu luxueusement pendant 15 ans grâce à cet argent. Vous en avez profité. J'ignorais que cet argent était volé. Si je l'avais su, je serais partie. Vraiment. Vous étiez auditrice fiscale. Comment pouvez-vous prétendre ne rien avoir vu ? Parce que j'aimais mon mari, parce que je lui faisais confiance, et parce qu'il m'a manipulée pour que je ne pose pas de questions. Le jury m'avait cru. Les preuves étaient accablantes. Les enregistrements, les emails, les témoignages d'autres victimes de Jean-Luc, des employés qui l'avaient menacé pour qu'il se taise. Le verdict était tombé le 23 avril. Coupable de fraude fiscale aggravée, coupable de création de sociétés fictives, coupable de détournement de fonds, coupable de blanchiment d'argent. Peine, 10 ans de prison ferme, amende de 20 millions d'euros, confiscation de tous les biens, interdiction de gérer une entreprise à vie. Je n'étais pas présente lors du verdict. Je ne voulais pas voir son visage, ne voulais pas entendre sa voix. Cette partie de ma vie était terminée. Mais j'avais lu le jugement. Et dans ce jugement, il y avait un passage qui m'avait profondément touchée. Le juge avait écrit « Madame Sophie Moreau a fait preuve d'un courage remarquable en dénonçant les agissements criminels de son ex-époux, malgré les risques personnels et les années de violence psychologique qu'elle a subies. Son témoignage et ses preuves ont été essentiels pour établir la vérité. Elle mérite notre respect et notre reconnaissance. Notre respect et notre reconnaissance. » Ces mots m'avaient fait pleurer, parce que pendant si longtemps, je n'avais été que mépris et invisibilité. Aujourd'hui, en ce jour de juin ensoleillé, je m'arrêtais dans un petit café près de la place de la République. Le même café où j'étais venue il y a quelques mois, quand tout commençait. Je commandais un café, 3,50 €. Je pouvais me le permettre maintenant. Je sortis mon téléphone, ouvris l'application de news. Un titre attira mon attention. Jean-Luc Moreau transféré à la prison de Fresnes, début de sa peine de 10 ans. Il y avait une photo. Jean-Luc en uniforme de prison, cheveux grisonnants décoiffés, regard vide. Il avait vieilli de 20 ans en 6 mois. Ce n'était plus le PDG arrogant. C'était juste un homme brisé. Je ne ressentis pas de joie, pas de satisfaction, juste une profonde tristesse, pour le temps perdu, pour l'amour gaspillé, pour la confiance trahie, mais aussi, étrangement, de la gratitude. Parce que cette épreuve m'avait appris quelque chose d'essentiel. Elle m'avait appris que ma valeur ne dépendait pas d'un homme, pas de son argent, pas de son statut, pas de son approbation. Ma valeur venait de moi, de mon intelligence, de mon courage, de ma dignité. Je bus mon café lentement, regardais les gens passer. Une jeune femme avec une poussette, un vieil homme avec son chien, des étudiants riant ensemble, la vie ordinaire. Belle dans sa simplicité. Mon téléphone vibra. Un message de Maître Dubois. « Madame Moreau,
Bonne nouvelle. Le tribunal a finalisé la liquidation des biens de votre ex-mari. Vous recevrez une compensation de 80 000 € pour préjudice moral et 15 années de travail non rémunéré. C'est officiel. In 80 000 €. Ce n'étaient pas les millions que Jean-Luc avait volés. Ce n'était pas l'appartement haussmannien. Ce n'était pas la vie de luxe. Mais c'était juste. C'était mérité. Avec cet argent, je pourrais peut-être louer un appartement un peu plus grand, peut-être reprendre des études, peut-être simplement respirer un peu plus facilement. Je répondis « Merci, maître, pour tout. C'est vous qui avez tout fait, Madame Moreau. Vous avez eu le courage que beaucoup n'ont pas. Je suis fière d'avoir été votre avocat. » Je rangeais mon téléphone, terminais mon café, payais, sortis du café. La place de la République était animée. Des enfants jouaient près de la fontaine. Des skateurs faisaient des figures. Un musicien de rue jouait du violon. Je m'assis sur un banc, sortis un carnet que j'avais acheté la semaine précédente. Sur la première page, j'avais écrit « Ma nouvelle vie » par Sophie Moreau. Parce que j'avais décidé d'écrire mon histoire, pas pour la publier nécessairement, pas pour devenir célèbre, mais pour témoigner. Pour que d'autres femmes, dans des situations similaires, sachent qu'il y a une sortie, qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas inutiles. J'écrivis « On m'a appelé poids mort, inutile, parasite. Pendant des années, j'ai presque fini par le croire. Mais aujourd'hui, je sais la vérité. Je n'étais pas un poids mort. J'étais une femme intelligente qui a fait confiance aux mauvais hommes. Je n'étais pas inutile. J'étais la seule personne assez courageuse pour dire non, pour garder les preuves, pour attendre le bon moment, pour agir. Je levai les yeux vers le ciel bleu. Une pensée me traversa. Jean-Luc avait raison sur une chose. L'argent achète beaucoup de choses. Des avocats chers, des appartements luxueux, des costumes sur mesure, des montres Patek Philippe. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. La dignité, l'intégrité, le courage, la justice et surtout la paix intérieure. Aujourd'hui, Jean-Luc a perdu son argent, sa liberté, sa réputation, tout. Et moi, j'ai perdu l'appartement, les bijoux, le statut social. Mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Je me suis retrouvée. La vraie Sophie. Celle qui existait avant Jean-Luc. Celle qui existera longtemps après. Une femme de 48 ans. Pas riche, pas célèbre, pas particulièrement extraordinaire. Mais libre, honnête, digne. Et c'est tout ce qui compte. Je refermais mon carnet, me levais, marchais vers le métro. Ligne 9, direction Montreuil, direction chez moi, mon petit studio, mon refuge, mon nouveau départ. Et en marchant, je souris, parce que j'avais compris la leçon la plus importante de toute cette histoire. Ne jamais laisser personne vous définir, ne jamais laisser personne vous diminuer, ne jamais laisser personne vous appeler inutile, parce que parfois, le poids mort est la seule ancre qui empêche le bateau de sombrer dans le mensonge.